Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Macros Zero qui en fait n'en est pas un. C'en est un mais uniquement pour les marquages, mais sinon c'est un kit tout à fait conventionnel d'un avion qui existe bel et bien, qui est le MiG-29, qui est donc un avion russe. MiG-29 qu'on voit à peine dans Macros Zero, avion qu'on voit aussi accompagné du F-14 américain. Et le MiG-29 fait partie d'une coalition, si vous voulez, de pays qui est contre l'unification de la Terre, imposée de la Terre pour remettre en état ce qui va être appelé le SDF-1. Et donc le MiG-29 arrive dans Macros Zero avant qu'on voit le SV-51 que je vous ai déjà présenté, qui par contre là est un appareil tout à fait différent, visiblement d'origine russe, mais pas que. Il y aurait de l'israélien aussi dedans et d'autres pays qui font partie de cette coalition, mais un engin qui est transformable exactement comme les Valkyries. En attendant, donc ce MiG-29 étant un avion russe, comme j'ai pas envie de vous raconter des bêtises autour de cet avion avant de vous présenter non seulement ce kit au 1.72 de Hasegawa, mais tant qu'à faire aussi d'autres versions du MiG-29 que j'ai au 1.72 dans différentes marques. On verra ça tout à l'heure, ce qui fait que la vidéo sera un petit peu longue, je suis désolé. Eh bien, je vous propose d'appeler immédiatement l'ami Ratatars. Voilà, l'ami Ratatars qui nous dira tout ce qu'il y a à savoir sur le MiG-29. Allô, Ratatars? Allô Yvan? Ça va? Ça va? Ça va. Un petit moment. Ça fait un petit moment, oui. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis retombé sur une maquette du MiG-29 de Macros Zero. Je me suis rendu compte que j'avais la maquette originale d'Hasegawa qui est la même. Il n'y a que la planche de décalco qui change, mais je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de parler de cet avion russe. Oui. De parler de ses spécificités, peut-être de son histoire, voilà, parce que on a eu l'occasion de parler de pas mal de choses de nos cousins américains, Oui. mais de nos voisins russes assez rarement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir et qu'est-ce qu'il y a à dire sur le MiG-29, qui est opposé dans Macros Zero au F-14? Voilà. Est-ce que c'est un contemporain? Est-ce que c'était la réponse russe au F-14? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on pourrait dire ça, mais c'est plus ou moins ça. En fait, le MiG-29 à la base, il apparaît dans le Macros Zero, oui. C'est vrai qu'au départ, on s'y attend pas. Et on voit un MiG-29 au milieu, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là, au milieu de l'océan? Parce que le MiG-29 normalement est un appareil terrestre, il n'est pas embarqué sur porte-avions. Oui. Même si plus tard ils en ont développé une version qui était prévue pour l'amiral Kuznetsov, donc le porte-avions russe qui n'a pas été vraiment, j'ai pas envie de dire fini parce que voyez, mais bon voilà, ça fonctionne pas. Ça fonctionne avec du Sukhoi mais pas avec du MiG. Donc il apparaît dans Macros Zero, on se dit tiens, qu'est-ce que ça fait là? Ça justifie en fait quelque part dans Macros Zero le fait que les anti-UN, donc les méchants de l'histoire si on peut dire, la faction ennemie en tout cas à ce qui deviendra les Nations Unies de la Terre unifiée, dans Macros, sont alignés avec plus ou moins le bloc soviétique, mais pas que. Ça justifie pour moi la genèse qu'a le SV-51 que tu as déjà présenté. D'accord, qui est russe et israélien bizarrement, etc. comme tu l'avais annoncé. Donc le MiG-29 c'est une réponse aux appareils américains de l'époque, tout à fait. C'est une genèse de la, j'ai envie de dire, années 70, deuxième moitié des années 70. Il a fait son premier vol en 1977, donc c'est quand même déjà assez vieux entre guillemets. Ah ouais. Et c'est la réponse. Avec un appareil qui est plus ou moins de la taille d'un F-18, mais c'est la réponse à un F-16 et un F-15. Pourquoi F-16 et F-15? Parce que ses performances se situent entre les deux. Voilà. C'est un appareil qui est assez compact, le MiG-29, contrairement aux appareils russes d'interception de l'époque, qui était le MiG-25, qui était beaucoup plus gros. Le MiG-29, lui, il fait à peu près 2 mètres de plus en longueur qu'un F-16, donc c'est pas très très gros, puisqu'un F-16 est quand même assez compact.
Mm. Il a des performances un peu supérieures en termes de rayon d'action, etc. Alors on parle des premières versions du F-16. Le F-16, depuis 40 ans, lui aussi a grandement évolué. On avait déjà un peu abordé le sujet. Le MiG-29 aussi, depuis 40 ans, a évolué, mais en moindre mesure. Par contre, il emporte un peu moins d'armement, il est un peu plus rapide, il a surtout 2 moteurs, donc il a une survivabilité au combat qui est un peu meilleure que celle du F-16. Comparé à un F-15, il serait plus agile. Depuis, ils ont fait des tests où, suivant le pilote, comme dans tous les tests, de toute façon ça dépend de la personne qui est aux commandes, on a quand même, le F-15 étant très agile, on va dire pas une égalité, mais presque. Le MiG-29 étant une cible plus petite, il est quand même plus difficile à toucher. Il a été créé initialement vraiment pour le combat RR, donc pas en tant qu'intercepteur pur, parce que ça c'était le MiG-25, mais en tant qu'opposition en force de chasse. C'est un chasseur. Depuis, il est plus venu, comme le F-16, en multi-rôle, c'est-à-dire qu'il est capable d'être armé de bombes, de roquettes, etc. Il en a toujours été capable, mais c'était pas son rôle d'évoluer en fait dans la force aérienne russe. Voilà. Donc c'est pour ça que le voir en combat tournoyant contre un F-14, c'est assez étonnant dans Macross Zero, parce que c'est pas, certes ça reste son rôle initial, mais par contre le F-14 normalement est plus agile que le Mi-29 aux basses vitesses. Voilà. Bon, il est possible que ce soit Segawa qui ait demandé à voir apparaître un appareil qu'ils avaient en maquette. Je suis pas sûr qu'ils aient le Flanker, le Sukhoi 27 ou équivalent chez Hasegawa. Bah, écoute, je ne connais pas assez bien toute la gamme Hasegawa d'avions classiques de l'époque, j'ai envie de dire. Mais ils ont des flankers. Ils ont des flankers parce qu'ils ont fait les versions de... Comment ça s'appelle, Ace Combat. Voilà. Est-ce qu'ils ont pris les moules ailleurs? Je ne sais pas te dire. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, je pense que là, c'est vraiment la Kawamori qui n'a pas forcément voulu mettre un flanker sur Macross Zero. Je pense que c'est ça. Peut-être parce que comme on a beaucoup de matériel existant sur Macross Zero et qu'on est vrai, c'est un épisode qui prépare la transition avec tout ce qui est technologie alien récupérée dans le SDF-1 et donc les avions transformables, il fallait peut-être qu'on se base sur quelque chose qui était plus étendu au niveau de sa diffusion. Donc le MiG-29 est un meilleur élément, il a été un peu plus exporté que le Sukhoi à l'époque de Macross Zero, resituons dans le contexte, depuis le Sukhoi a été plus exporté que le MiG-29. Mais en moindre d'unités, enfin, voilà. Mais voilà. Et puis après, le Sukhoi, lui, existe en version navalisée et opérationnel en version navalisée. Le MiG, non. Voilà. Donc, est-ce que c'est un pied de nez, volontaire, involontaire, comme on en a vu d'autres sur Macross Zero? Voilà. C'est une des questions qu'il faudrait poser directement au sensei, mais voilà. Oui, c'est clair. À l'occasion, il faudra qu'on demande à Monsieur Kawamori ce qu'il en est, ou peut-être éventuellement donc à cet illustrateur génial qui non seulement a fait les boîtes pour Hasegawa, mais qui a travaillé sur Macross Zero, puisqu'il a fait certaines scènes et certains décors. Donc c'est Monsieur Hidetaka Tenjin. Ouais. Ils auront peut-être des réponses à nos questions. Peut-être. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce bel avion quand même, qui est le MiG-29? C'est un bel avion. Alors certains courants disent que les avions russes copient les designs tatati tatata. Il faut juste savoir que les études aérodynamiques vont dans le même sens dans les pays. Quand on voit que ça fonctionne d'un côté, effectivement, on fait des recherches de notre côté. Il y en a beaucoup qui disaient oui, double dérive, double réacteur, fuselage porteur, c'est-à-dire qu'en fait le flux d'air passe entre les réacteurs et le fuselage peut porter et donc ramener de la portance, donc ce qui permet de réduire un peu la charge LR, etc. On trouve ça sur le F-15, on trouve ça sur le F-14, oui, on trouve ça sur le F-18 en moindre quantité puisque les nacelles réacteurs sont collés. Mais voilà, c'est un design qui a quand même surpris les Occidentaux, comme le Sukhoi en fait. Un peu moins
loin que le Sukhoi parce que les performances sont un poil en retrait de celui-ci, mais c'est pas la même taille, encore une fois. Ah oui, ça. Le MiG-29 est agile, c'est apparemment un combattant intéressant. Alors, il est armé d'un canon de 30, en intégré à la cellule, avec initialement 150 munitions et ensuite 100. Donc, en gros, on tire pas longtemps, mais quand ça fait mouche, voilà, c'est du 30 mm, donc ça reste quand même assez perforant, on va dire. C'est-à-dire que c'est le calibre du canon du A10, mais pas avec du tout la même munition, ni la même inertie, ni la même vitesse. Là, on est vraiment sur un canon, entre guillemets, plus standard. C'est un pom-pom-pom-pom, quoi, voilà. On est loin de la Gatling du A10, mais on est quand même sur un calibre qui, un coup au but dans un avion ou deux, le détruit complètement. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un avion qui se limite à l'ancien bloc soviétique ou il a été exporté dans d'autres pays qui sont pas spécialement rouges? Alors, il a été exporté dans d'autres pays qui ne sont pas forcément trop rouges. Hein. Il a été exporté en Inde, voilà, puisque l'Inde est une grande consommatrice d'avions de conception russe. Hein. Alors, la Yougoslavie, la Serbie, suite aux guerres, etc., de toute façon, ils en étaient dotés. Voilà, on peut considérer que c'était des ex-rouges. L'Allemagne a récupéré les MiG-29 de l'armée de l'air de l'Allemagne de l'Est. Ouais. Donc, il y en a toujours qui fonctionnent. En Allemagne, ils pensaient éventuellement les mettre à la retraite parce qu'ils essayent de faire en sorte que l'armée de l'air soit, j'ai envie de dire, homogène. Oui. Voilà. La Libye en a, ou en a eu, peut-être tous étaient détruits maintenant. Le Pérou en a, et oui, on a des rouges qui volent de plus en plus en Amérique du Sud, notamment, et pas que du MiG. La Pologne, bon, voilà, ancien rouge. L'Irak, hein, ils étaient opposés pendant les guerres du Golfe. Ils se sont fait un petit peu botter les fesses, mais c'est plus du fait des techniques et des pilotes, à mon avis, que les capacités réelles des avions, comme je disais tout à l'heure. Oui. La Syrie, le Soudan, les États-Unis en ont, oui. On ne dirait pas. En Alaska? Eh ben, en fait, non. En fait, les États-Unis ont acheté des anciens MiG-29 moldaves. D'accord. Pour Voilà. les étudier, j'imagine. C'est pour les étudier, pour aussi changer pour avoir quelque chose de plus pertinent au niveau des escadrons d'agresseurs, ils avaient pensé à se fournir avec des vrais avions agresseurs, voilà, entre guillemets. Bon, là pour l'instant l'essentiel, voilà, ils ont étudié les cellules, les ci, les ça. Apparemment, ils ont fait une bonne affaire. Et donc derrière, ils sont essentiellement exposés sur les bases, etc. Voilà. D'accord, donc agresseur, c'est bien ces appareils d'un autre camp qui font en sorte de ressembler aux appareils amis, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des escadrilles qui sont spécialisées en fait dans l'entraînement avancé des pilotes. C'est ce qu'on voit notamment dans Top Gun. Les agresseurs sont ceux qui sont en face des pilotes qu'on doit entraîner et qui utilisent des tactiques différentes et essentiellement, quand on le peut, des avions différents mais avec des caractéristiques proches. Des avions potentiellement ennemis. C'est-à-dire que là, en agresseur, on avait des vieux A4 parce qu'ils avaient certaines caractéristiques que peuvent avoir certains avions soviétiques d'attaque au sol. On a eu des F-5, hein, ce qu'on voit dans Top Gun notamment, F-5, T-38, on a eu des F-16, etc. Il y a même des F-18 et plus le marché s'est ouvert avec l'éclatement du bloc soviétique, plus des avions soviétiques sont arrivés, souvent sur de très très courtes périodes, pour jouer entre guillemets leur rôle. On a aussi eu des kéfirs, donc ces Mirages modifiés par les Israéliens qui avaient été loués par les États-Unis pour entraîner les pilotes de Top Gun. Ils avaient baptisé ça les F-21 à la base. Qui n'ont heureusement rien à voir avec le YF-21 de Macron. Exactement. Ça n'a pas vraiment le même faciès. Non, ça n'a pas du tout la même gueule. C'est ça. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ce beau avion russe. Je t'en prie, un plaisir. Et puis, comme d'habitude, écoute, je n'hésiterai pas à te recontacter pour parler de choses et d'autres. Avec plaisir.
Et puis, bah écoute, bonne fin de journée à toi et à très bientôt. À toi aussi. Ciao, ciao. Alors voilà, on en sait plus. Donc, du coup, on va pouvoir attaquer cette maquette. Je vous avoue que j'avais complètement oublié que je l'avais. Mais non seulement je l'ai, mais en plus je l'ai en double. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, j'ai la version de la boîte Macross Zero et j'ai la version de la boîte normale Hasegawa. Et ce MiG-29 apparemment était sorti pour les 20 ans de Macross, sachant que l'année prochaine on fête les 40 ans. Vous mesurez un petit peu que bah, ça date donc de 2002, c'est écrit là. Et l'illustration, magnifique illustration, est toujours du très talentueux Hidetaka Tenjin. Voilà, donc si je me rappelle bien, est-ce que c'était une édition limitée? Pas spécialement, mais en attendant, je vois pas de prix pour l'instant. Si, voilà, c'était pas si cher, 1800 yens, 1800 yens, voilà. Alors la seule différence encore une fois avec le kit qu'Hasegawa est déjà sorti du MiG-29, c'est que la planche de décalco était dédiée à Macross, voilà, d'où ces marquages-là. Là, on voit encore une fois toujours ces petites illustrations. Je comprends pas pourquoi il y a des images aussi petites. C'est à peine plus grand qu'un timbre, vous voyez. C'est des timbres postes. Et non seulement c'est des timbres postes, mais on voit rien. On voit rien du tout, quoi. Je sais pas qui c'est qui a choisi ces images-là, mais faut quand même pas exagérer. Là, un peu de pub quand même pour la sortie de Macross Zero. Donc 2002 et 2003 pour 2002 pour le DVD et le CD que je vous conseille pas. Les musiques de Macross Zero sont vraiment affreuses. Ça fait très mal aux oreilles. Donc qui était sorti donc en 2003. Ok. Donc bah là on a quand même, voilà, c'est ce que je cherchais, le résultat monté et peint. Donc là vraiment la livrée Macross Zero, j'ai envie de dire, rien d'exceptionnel. Et si je ne me trompe pas, voilà, autant y aller direct. Et tant qu'à y aller direct, autant aller directement aux pièces qui sont vraiment différentes. Donc à savoir, comme je vous le disais, une planche de décalco vraiment Macross Zero. Voilà, pas grand chose. Hein. Des pièces transparentes pour le cockpit, la verrière. D'ailleurs, je note qu'il n'y a pas spécialement le défaut qu'il y a sur les Valkyries d'Hasegawa. Mais par contre, une pièce assez épaisse. Hein. Vous voyez que ça déforme. C'est supposé être transparent. Ça fait loupe. Ça, c'est pas bon signe. Un peu de pub pour Macross à l'époque. Voilà. Toujours bon à prendre quand on est fan, mais voilà. Et là, donc, l'emplacement des décalcos pour le kit. Et étonnamment, je n'ai pas la notice. Et je ne l'ai qu'avec l'autre boîte qui présente exactement les mêmes pièces. Par contre, comme c'est effectivement des pièces qui sont un peu découpées et tout, j'ai pas acheté ça dans un magasin. L'autre maquette, je l'ai acheté, je pense, dans un vide-grenier. Je vais vous présenter ça là. Et je les garderai de côté pour ensuite vous présenter. Alors, savoir ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez quand même l'armement. Je précise ça parce que souvent ces maquettes là, d'ailleurs Hasegawa l'a fait pour les Valkyries, il n'y a pas les armements avec les avions. Il fallait acheter des trucs à part. D'ailleurs j'avais plus ou moins prévu de vous présenter ça, mais je pense que je vais m'en passer parce que sinon ça va être super long. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse quand même que je vous les présente. Mais en attendant, donc, le fait qu'il y ait l'armement, c'est quand même vachement bien. Voilà. Et la citerne, j'imagine. Et sinon, bah, ça reste du Hasegawa. J'avais envie de dire que c'est voilà, c'est du Hasegawa. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas détaillé. Enfin, pas aussi détaillé que les Valkyries, mais j'imagine que si l'avion est comme ça, l'avion est comme ça. Hein, il ne va pas avoir des détails inventés. Mais voilà, c'est pas mal. Et il y a même
Un pilote, et là où je me dis que le kit doit être un peu vieux, c'est que il doit pas avoir mangé hein, ce pilote, hein, il a un creux dans le bide. Et c'est une maquette qui est pas toute récente. Hein. Qui est pas toute récente, faudrait vérifier de quand ça date. Mais voilà, moi j'ai aussi un kit, je l'ai pas sorti parce qu'il est dans un état pitoyable, il m'a servi à faire des kits bash. J'ai un kit LR du MiG-29. Croyez-moi, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais bon, de toute façon, à une époque, c'était fait avec le peu d'informations qu'on avait. Donc c'était pas forcément tip top. Voilà, donc je vais garder ça de côté quand même pour faire une comparaison, mais je vais vous montrer au moins la boîte normale du MiG-29 d'Hasegawa, et après on passera aux autres kits à la même échelle mais aux pièces très différentes. Alors vous voyez que c'est une boîte assez étrange où on a quand même une très belle illustration signée Shigeo Toito, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Shigeo Koike. Voilà, pas évident de lire ça de loin avec les lunettes que j'ai là. Donc il y a cette très belle illustration, j'imagine que c'est l'illustration de la boîte, d'une autre boîte peut-être. Mais là vous avez donc des images qui concernent justement des démonstrations, j'imagine, faites dans le monde entier par nos amis russes. Et ça fait une boîte étrange du coup, mais c'est exactement la même maquette. Voyons d'ailleurs une chose, c'est que c'est suffisamment vieux pour que c'était importé par Soklen, et ça c'est ce qui m'intéressait le plus parce que Soklen c'est la boîte qui avait importé de nombreuses maquettes justement du Japon, Harry, Imai, LG et compagnie, donc ce qui nous a permis d'avoir du Macross, du Southern Cross, du Mospida, de tout quoi, du Bitras et compagnie. Donc je ne fais pas le truc, mais c'est Soklen qui visiblement, apparemment, à l'époque, avait l'importation de ces kits Hasegawa, en tout cas celui-ci. Et du coup, le prix, quel est le prix? Beaucoup moins cher que 1800 yens, hein, 1200, ce qui nous fait à peine 10 €. Voilà. Et là, vous voyez que les images, forcément, du kit monté peint est très différent. On note par contre que l'armement était déjà bel et bien présent. Et ça donne pas du tout la même chose. Hein. Et il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc sinon, à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion. Donc la notice de montage, que je n'ai pas avec la version Macross. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. La planche de décalco qui est quand même nettement plus fournie. Beaucoup plus vieille aussi, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit? C'est un bon indicatif pour ça, de quand ça date, 1989. 89, vous voyez, je suis un peu surpris. 1989 avec Soklen, très surpris, parce que pour moi, Soklen n'existait plus sur cette période, mais visiblement je me trompais. Mais donc voilà. Cela dit, sur la boîte aussi, 1989. Hein. Donc on sait maintenant que ça date de fin des années 80. Et le montage est assez classique. Cockpit, carlingue, au bas, les entrées d'air, les tuyères, hop, les trains d'atterrissage si on les met, les dérives, les ailes. Ici donc la verrière, une antenne, l'armement, les citernes, voilà. Et après, on choisit la livrée qu'on veut, et c'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus fourni, puisque là du coup on a ce qu'il faut pour faire la version indienne, la version yougoslave, la version russe, enfin à l'époque de l'Union soviétique, voilà, il y en a même deux versions. Donc voilà pour la notice. Et pour les pièces, vous voyez que, si vous avez gardé en tête ce que je vous ai présenté juste avant,
c'est la même chose. Ça donnera un beau bébé. D'ailleurs, je l'ai aussi. Alors, en monogramme ou 1,48. Et croyez-moi que c'est un beau bébé. 1,72 déjà, c'est pas mal. Mais 1,48, c'est 2 fois plus gros que ça. Ça donne un bel avion. Mais donc, vous voyez, ça avait été entre guillemets commencé. Hein, voilà, l'erreur de débutant. On enlève les pièces. On ne sait plus comment elles s'appellent, quel numéro elles ont. Et puis après, on se retrouve à se dire, ah, je ne sais pas comment monter tout ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il manque des trucs. Même la verrière avait été découpée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Non, les armes sont là, je dis des bêtises. Quoi qu'il en soit, donc, voilà pour ce kit d'Hasegawa qui a été fait en 1989 et qui a été repris visiblement donc en 2002 pour la version Macross Zero. Et maintenant, j'ai deux autres versions à vous présenter. Une de Revell et une autre d'une société qui s'appelle Bilek. Alors voilà le kit de Revell ou 1,72 du MiG-29 qui nomme UB Fulcrum, visiblement biplace. Vous le voyez, je ne l'ai pas payé bien cher, hein, 5 €. Je pense qu'en fait, je l'ai acheté au salon de la maquette qui était à Porte de Versailles. Et il y avait souvent des prix comme ça. Et franchement, 5 € pour un kit 1,72 comme celui-ci, c'est franchement pas cher payé. Le kit semble dater de 1990, mais il semblerait que ce soit un reboîtage de Revell, ça je l'avais deviné, d'une boîte qui n'existe peut-être plus, S-Model de 88. J'ai vu ça sur Scale Model, si je me rappelle bien. Mais bon, le fait est que c'était pas cher, c'était l'occasion et on va voir justement ce que ça donne. Alors là, les images du modèle monté et peint, c'est guère mieux que les images timbre-poste de Hasegawa. Et il n'y a rien d'autre. Voilà, donc on va passer immédiatement à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on peut voir que la planche de décalco logiquement est différente. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de date dessus. Avant que je me trompe, si quand même. 1990, ça fait plaisir. Voir les bonnes informations. Donc on commence quand même par le cockpit. D'autres détails à mettre apparemment à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi ça correspond. J'imagine que c'est les trains d'atterrissage. Ensuite quand même le reste de la carlingue, les entrées d'air avec des caches que je ne me rappelle pas avoir vu sur le modèle Hasegawa, les tuyères, on passe directement aux dérives et aux ailes, ensuite seulement les trains d'atterrissage, la verrière qui est en un seul morceau alors que la version Hasegawa est en deux, l'armement qui m'a l'air d'être très différent et ensuite les décalcos, avec apparemment uniquement deux modèles différents. Donc qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors déjà on sait que là c'est pas la même chose, l'armement m'a l'air un petit peu différent, voilà, mais ce qui m'intéresse ici surtout c'est ça, vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Enfin, cela dit, celui-là est un biplace, donc ça explique peut-être beaucoup de choses. Si je réglais un petit peu le Monsieur Focus, ça serait bien. Donc là, on voit quand même que il y a une différence, mais celui-là, c'était pour un pilote. Là, il y a, je sais pas si on dit deux pilotes, en tout cas, c'est biplace, donc ça explique beaucoup de choses. Mais on voit que c'est clairement pas aussi le même moule, les mêmes pièces, ni même les mêmes détails d'ailleurs. C'est très différent. Parce que là, à l'intérieur des baies de train, c'est directement sur la pièce. Là, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est avec d'autres pièces à rajouter dedans. Et là, c'est creux. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, et non, voilà, vous voyez. C'est pas creux du tout, mais cela dit, les détails sont sympas. Hein. Sont sympas. Mais c'est pas la même chose.
c'est pas la même chose. Donc voilà pour ce kit Revell au 1,72 biplace. Donc on va passer au FLAC. Alors le Bilek, là j'ai pas fait de recherche, mais l'illustration est quand même sympa. Voilà, on reconnaît pas trop l'avion, mais c'est pas vilain, c'est pas vilain du tout. MiG-29A Shark Bilek. Alors ça c'est une marque, sincèrement je crois que c'est le seul kit que j'ai de cette marque là. Faudrait quand même que je vérifie, mais je crois que c'est le seul. Et visiblement là il y en a d'autres qui sont proposés avec des illustrations qui font quand même très vieille école, hein. Mais je pense que de toute façon l'avion ne pouvait pas être fait en dehors des années 80, fin des années 80. Et même les photos, ça fleure bon l'amateurisme, hein, quand même, hein, franchement là. Mais bon. Donc on va voir, on va pas juger de la boîte, hein. Et il n'y a pas de date qui apparaît ici. Je sais même pas de quelle origine c'est, mais enfin avec un nom pareil, c'est certainement polonais ou d'Europe de l'Est. Et comme vous le voyez, c'est pas si vilain. Pas si vilain. Déjà les détails, il y a de beaux détails en creux, vraiment. Là vous avez donc les dérives ou quoi à l'arrière qui sont directement sur le fuselage supérieur. Vous avez quelques détails supplémentaires sur le cockpit et c'est bel et bien creux ici pour ces éléments là. Les tuyères sont quand même très jolies, beaucoup plus jolies que les autres kits, même ceux d'Hasegawa. Et on voit que, là encore, il y a une sacrée différence. Bon, pas beaucoup de millimètres, mais quand même, sur le modèle réel, ça ferait quand même, je dirais, facilement 1 mètre, hein, de différence. Et là donc pour cette deuxième grappe, là aussi très bien détaillé, hein, franchement, avec des morceaux qui me rappellent justement le kit LR. Ça je me rappelle que LR avait ce genre de détails pour les entrées d'air, mais rien à voir. LR c'était vraiment, j'allais dire grossier, mais ouais. Et vous voyez donc pareil, logiquement, mais là plus rien à voir pour les détails des baies de train. Là il y a des câbles, des ceci, des cela. On sent que comment dirais-je, la documentation était beaucoup plus complète. Voilà. Et là, pareil, ça me rappelle les pièces du kit de LR qui me semblait plus petit, d'ailleurs. De mémoire, encore une fois. Et là, vous avez donc le cockpit qui est quand même pas si mal détaillé. Et la verrière en 2 morceaux, beaucoup plus belle d'ailleurs que celle de Hasegawa, si j'ose dire. Comme quoi, vous voyez, encore une fois, faut pas juger de la boîte. Les pièces sont très belles. Ça augure de la possibilité d'en faire une très très belle maquette, une très belle reproduction donc de cet avion russe. Et j'ai quand même présenté, qu'est-ce que c'est que tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a pas grand chose comme marquage, à moins que si c'est des marquages ça, mais bon, c'est assez étrange ça, hein. Mais c'est quand même pas vilain. Par contre, exactement comme pour les photos sur la boîte, la notice, on dirait une photocopie. Ouais, peut-être une, hein, d'ailleurs. Voilà, on commence par le cockpit. Bon, c'est finalement assez semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en moins bien présenté. Mais, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce kit, oui, on a vu comment c'est écrit là. Rusko Irak. Donc en fait, on peut faire un modèle irakien et un modèle russe. Mais franchement, le kit est beau. C'est la boîte et la présentation de la notice qui est pas terrible. Mais voilà. Très beau kit. Donc, bah écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Et puis, on va éviter de trop traîner, quoi. Donc, on en a fini.
Donc bah écoutez, voilà, je suis désolé, la vidéo est un peu longue, mais il y a plein de kits à vous présenter, plein de belles choses à raconter autour du MiG-29. Donc encore merci à Ratatars de nous avoir confié ses connaissances encyclopédiques sur ce sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Macros.